Bienvenue dans un nouvel épisode de 361 de l'agence Neno, le podcast sur le monde du travail qui fait bien plus que le tour de la question. Bienvenue Jean-Laurie Fern pour échanger avec nous aujourd'hui. Vous avez fait partie du monde des RH puisque vous avez été pendant plus de 10 ans dans le secteur RH, DRH aussi, d'un courtier en assurance. Et vous avez choisi d'en partir, de changer de prisme pour monter votre propre agence qui parle de médiation intra- et inter-entreprise. Alors, votre quotidien aujourd'hui, c'est quoi ? Bonjour déjà, merci de me recevoir dans votre podcast 361. Mon quotidien, il y a deux casquettes. Premièrement, quand on monte sa structure, je vous apprends rien, il faut des clients. Donc, il y a une démarche de trouver des clients en réseautant, en essayant d'avoir accès aux DRH ou aux décideurs au sein des entreprises. Et la deuxième partie de mon temps, c'est d'accompagner les salariés des entreprises, les dirigeants, parfois même les associés, quand le lien, la relation interpersonnelle devient difficile, quand il y a des biais qui s'installent, des présuppositions. Chacun a son prisme, chacun va réceptionner ou émettre d'une manière un peu différente, et c'est là que peuvent naître les conflits. Et des conflits qui peuvent devenir des conflits larvés, des conflits silencieux, des conflits où ça se passe mal, et puis ça peut déboucher sur des situations de souffrance au travail, de harcèlement. Alors c'est pas toujours du harcèlement au sens juridique du terme, pour autant si une personne le vit comme ça doit être accompagné de cette manière-là pour aider les gens à essayer de se rapprocher d'un registre de communication qui est proche, pour dépassionner la relation, dépassionner la discussion. Moi, je me moque de savoir qui a raison, qui a tort. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment de les aider à se comprendre et de faire en sorte, quand ils commencent à se comprendre, qu'ils puissent trouver par eux-mêmes des situations qui sont mutuellement acceptables. Il faut que la solution vienne d'eux, pas de moi. Ok, une posture un peu coach, du coup. Une posture un peu coach avec une neutralité qui est super importante, puisqu'à partir du moment où vous avez une personne qui a le sentiment que le médiateur sort un peu de sa neutralité, ça peut clairement engendrer des situations, ça peut casser, puisqu'il peut y avoir une perception de prise de parti ou autre. Donc vous arrivez dans des moments un peu complexes dans l'entreprise en général. Alors, en général, c'est des moments complexes, vous avez raison, c'est des moments où soit il y a vraiment une rupture de communication entre des collaborateurs ou autres, quand vous avez aussi des gens qui sont en souffrance et qui du coup peuvent être aussi en arrêt maladie, et puis également quand des associés commencent à être fortement en désaccord sur une stratégie, sur des histoires financières ou autres. Aujourd'hui, les médiateurs, on est plutôt contactés quand ça commence un peu à sentir le roussi. J'espère que dans quelques années, la médiation qui n'est pas connue aujourd'hui, et donc je vous remercie d'ailleurs de laisser la possibilité de présenter la médiation et de pouvoir évangéliser pour la médiation. Ce que j'espère véritablement, c'est que dans 10 ans, ça sera tellement ancré dans les mœurs que les entreprises auront le réflexe de contacter les médiateurs avant que ça soit trop tard, quand la situation commence à s'envenimer. Et je pense que ça sera une belle réussite pour tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas une entreprise où il n'y a pas des incompréhensions, des présuppositions et parfois des conflits. On l'a rencontré partout. Quand j'anime des formations ou des séminaires, je donne des exemples qui parlent à tout le monde. Donc, tout type de taille. Tout type de taille, tout type de structure. Ça peut être des profils cadres, des profils non cadres. Ça peut être dans n'importe quel secteur. En fait, on est sur des humains. Les humains, il y en a partout concrètement. Donc, à partir du moment qu'on est dans la relation humaine. C'est de la relation humaine. Voilà, exactement. Bon, alors je vais mettre la petite question les pieds dans le plat. Je vais y arriver à cette question qui est un peu le symbole du podcast aussi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est la question qui va fâcher nos auditeurs parce qu'on aime bien fâcher nos RH qui sont aussi nos clients. C'est le but du jeu, hein, c'est très rigolo. L'idée, effectivement, c'était d'aborder ça sous l'angle RH. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que les RH sont plus souvent derrière un tableau Excel que dans le relationnel avec les collaborateurs. Aujourd'hui, du coup, la médiation, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur parle ou pas ? Alors, déjà, première partie de réponse, le discours que vous avez tenu poil à gratter. C'est pas le mien, je ne fais que dire ce qu'on entend souvent sur les RH. Ouais, vous savez, on a une question en médiation, souvent, c'est qui et on. Et je ne répondrai pas à cette question. Ouais, mais je me doute bien. Plus sérieusement, premièrement, je pense que de plus en plus les RH prennent conscience que leur job est différent d'avant. Les profils qui étaient assez administratifs, comme vous l'évoquez, il y en a encore.
Il y en a encore dans leur tour d'ivoire, bien entendu, mais je pense que de plus en plus, on va chercher pour les RH des profils qui vont être plus dans la relation, qui vont plus être dans l'écoute, qui vont se positionner comme un business partner des managers, du comité de direction. Donc il restera toujours des profils comme vous évoquez, mais je pense qu'il y a de plus en plus de profils qui aspirent à jouer ce rôle-là. Et dans mon ancienne expérience de DRH, j'ai eu 2 services RH à rapprocher. Un service plutôt développement des compétences et un service qu'on appelait historiquement le service du personnel. Oui. Son nom porte bien. Tout ça. Voilà. Oui. Et il a fallu accompagner ces gens à faire leur métier différemment, à voir que derrière une fiche de paye ou un fichier Excel, il y a quelqu'un. Et donc, on a aussi réussi à accompagner ces personnes-là. Donc, voilà, première partie de réponse, c'est de moins en moins vrai. Deuxième partie de réponse, le médiateur, c'est un partenaire des ressources humaines ou dans les petites structures du dirigeant. Il est évident qu'un manager, un dirigeant, a des outils à sa disposition pour mener lui-même des médiations. Beaucoup de RH font de la médiation sans savoir forcément que ça s'appelle de la médiation et non pas forcément le processus exact, mais j'ai envie de vous dire, c'est absolument pas grave. Vous mettez un peu de bon sens, un peu d'écoute, une posture avec une certaine forme d'assertivité, et vous êtes en mesure de faire de la médiation. Donc quand je vous dis qu'il y a une complémentarité, c'est qu'on est contacté, nous, à partir du moment où le dirigeant, la RH, le manager se rend compte qu'il est partie prenante, qu'il va avoir un sujet de neutralité. J'ai pas mal connu des injonctions contradictoires, et du coup c'est difficile quand on est dedans. Avec du recul, je pense que j'ai fait certaines erreurs en tant que DRH où je me suis occupé de dossiers dans lesquels j'étais pas pleinement objectif. Voilà. Et je connaissais pas la médiation au sens où on en parle aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une complémentarité avec les RH et il faut qu'ils nous contactent à partir du moment où ils ont besoin de prise de hauteur, de prise de recul. Et du coup, le fait que vous interveniez, le fait déjà que votre mission existe en externe comme cela, vous ayez créé cette entreprise et donc il y a un besoin, est-ce que selon vous, c'est plutôt bon signe? Parce que ça veut dire qu'on prend en main dans les entreprises ces questions de conflits, de mal-être au travail, ou est-ce que c'est plutôt moins bon signe et que ça veut dire qu'il y en a de plus en plus dans le monde du travail? Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait de plus en plus, en réalité. Je pense qu'on en parle plus, qu'on laisse plus la possibilité aux gens de s'exprimer, il y a plus de souffrance au travail, et en même temps, les entreprises font beaucoup plus attention à ces sujets-là. Après, on a clairement aussi un environnement qui a évolué, de l'instantanéité, d'un volume de mails important, d'éventuels WhatsApp, etc. Les sapins, les ordinateurs deviennent des sapins de Noël. La difficulté de la déconnexion. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi ça qui joue. Au-delà de ça, c'est aussi positif parce que ça veut dire que les entreprises commencent à prendre conscience qu'il y a des alternatives dans l'accompagnement des situations conflictuelles. Et je pense notamment au fait que c'est aussi une alternative à lancer trop tôt une procédure de sortie. On va appeler ça comme ça. Moi, je pars du principe que la plupart des gens sont des personnes bien. En revanche, des situations qu'ils ont pu vivre en entreprise, soit émanant de leur propre manager, soit émanant de collègues ou autres, vont rendre ces personnes-là non pas mauvaises, mais très maladroites. Et du coup, ces maladresses-là peuvent engendrer des situations d'incompréhension, des situations de difficulté, etc. Une entreprise peut avoir le pouvoir de se séparer assez vite d'un collaborateur. Un collaborateur peut partir assez vite d'une entreprise. Je suis convaincu qu'une grande partie de ces situations sont liées à des incompréhensions, à des présuppositions. Et d'où l'intérêt d'avoir un tiers qui, à un moment donné, juste posez-vous, discutons et voyons ce que vous voulez faire de votre relation. Et quelqu'un qui soit moins engagé émotionnellement. Exactement, moins engagé émotionnellement, donc ça dépassionne le débat. Voilà. Ils discutent, ils essaient de se comprendre, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une solution qui est mutuellement acceptable. Donc si à un moment donné, leur solution, c'est en effet de se séparer, aucun problème. Mais du coup, la séparation va se faire de manière dépassionnée. Et j'ai accompagné, il n'y a pas longtemps, un président directeur général et son secrétaire général qui avaient 25 ans de collaboration. Concrètement, les avocats avaient des grosses difficultés à trouver un accord, puisqu'il y avait un écart entre la proposition et la demande. Et donc les avocats m'ont contacté pour qu'il y ait un échange entre les parties en présence des avocats, pour qu'ils puissent se dire certaines choses qu'ils avaient besoin de se dire. Ça a permis de dépassionner un peu les débats. Les avocats, peu de temps après, ont trouvé un accord. Et on a décidé avec le PDG et le secrétaire général de se revoir une fois que l'accord était signé, sans les avocats, pour qu'ils finissent de se dire qu'ils avaient à se dire, qu'ils terminent bien leur relation en prenant chacun un chemin différent.
Et ce que je trouve très chouette là-dedans, c'est quand on a un départ parfois d'une entreprise, dans la difficulté, c'est difficile de rebondir. Les recruteurs sentent que vous n'avez pas forcément fait le deuil de votre ancienne entreprise et vous pouvez avoir un potentiel extraordinaire en termes de compétences. Si le RH n'est pas trop mauvais, il va le sentir et il peut ne pas vous retenir pour ça. Un des avantages de la médiation, c'est ça, c'est entre guillemets, d'aider la personne à vider son sac, à essayer de comprendre ce que l'autre a voulu dire et de pouvoir rebondir plus facilement et être mieux dans sa peau. C'est ça aussi, la médiation, c'est important parce que c'est pas uniquement venir vous chercher pour trouver à tout prix une solution pour rester, par exemple, c'est aussi venir vous chercher pour bien partir et que la personne qui parte comme l'entreprise, on parle beaucoup effectivement de la marque employeur chez nous, chez Neno, mais c'est aussi savoir bien se séparer des gens. Donc c'est important pour l'entreprise et c'est important, je l'entends, aussi pour le collaborateur qui aurait du mal effectivement à faire le deuil. Donc c'est pas forcément de la médiation pour à tout prix rester ensemble, non. C'est aussi de la médiation pour savoir chacun bien partir. Donc le côté très humain quand même de ce métier. Exactement, j'ai eu le cas aussi avec des associés. Voilà, l'idée, ils voulaient absolument se séparer, fine, mais l'idée c'était de dépassionner le débat, de trouver les vrais sujets immergés, qui n'étaient pas ceux qui étaient mis en avant dans les tractations d'argent, etc. Les sujets parfois sont complètement irrationnels et enfouis depuis des années. Et une fois que ces sujets-là sont mis en avant, sont exprimés, et en général les gens expriment des émotions, et les gens expriment des besoins qui ne sont pas forcément respectés. À ce moment-là, ça commence à faciliter le fait que les gens se comprennent. Et comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui doit être mutuellement acceptable. Donc c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur relation. Ce qui peut engendrer un peu de frustration pour le donneur d'ordre. Parce que le donneur d'ordre, le DG, le DRH, il va forcément vouloir un peu orienter l'issue de la médiation. Et c'est là où la médiation pourrait être instrumentalisée. Oui, d'accord. Et ce qui n'est absolument pas l'objectif. Donc moi, je ne rends compte de rien au donneur d'ordre. Donc c'est un côté très frustrant pour eux. Donc c'est vraiment très équilibré dans votre rapport entre les deux parties, si on peut appeler ça ainsi. On peut appeler ça comme C'est-à-dire que vous n'avez jamais, si vous faites bien votre travail, si vous voulez qu'il soit bien fait dans les conséquences, vous n'avez jamais un parti pris ou des comptes rendus que vous faites à l'un et pas à l'autre. Zéro Tout compte est rendu. Équilibré en fait. Alors, c'est équilibré. Dans les règles de l'art de la médiation, vous avez la neutralité et l'impartialité. Objectivement, le médiateur qui vous dit ça, qu'il est sûr de lui à 100%, moi je le crois pas. On est des humains, vous avez on a des perceptions, on a des biais, on a des a priori. Maintenant, il faut pas qu'il soit ressenti, c'est tout. Voilà, il faut vraiment être poker face et de faire en sorte que les parties le sentent pas. Et d'ailleurs, dans l'introduction des médiations, je leur dis tout le temps, si à un moment donné vous percevez que je ne suis pas objectif, que j'oriente, etc., dites-le moi. Okay. C'est hyper important, dites-le moi. Parfois même, je coupe ma question en cours de route parce qu'au moment où je la pose, je me rends compte qu'elle peut être biaisée. Et donc, je fais hyper attention à ça. Et même en termes d'équilibre, si j'ai une personne de la médiation qui me demande ce qu'on appelle un aparté, c'est-à-dire une discussion à part, à deux, ça peut être au téléphone ou autre, je vais provoquer un aparté avec les autres parties. Voilà, c'est hyper important d'avoir cet équilibre pour pas que les personnes puissent penser qu'à un moment donné, il y a du favoritisme ou quelque chose comme ça. Alors du coup, là où on le voit quand même l'importance de ce tiers de confiance, alors là, les mots ont tout leur sens, mais vous m'aviez aussi dit, vous jouez contre votre camp pour le coup, mais vous m'avez aussi dit qu'on pouvait le faire en interne. C'était des choses qui pouvaient être faites. Donc quelles sont les configurations où on peut le faire en interne et comment on accompagne que ce soit les RH, mais aussi peut-être plus particulièrement si on le fait en interne, les managers, parce que c'est souvent les managers qui ont ce rôle-là en réalité. Alors, historiquement, on nommait les managers les bons experts. On allait chercher l'expert, on disait t'es expert, ton évolution logique, avec un peu de galon, très juste. Tu vas devenir manager. Bon, il y a des gens qui s'en sortaient super bien, et il y a des gens qui atteignaient rapidement leur seuil de Peter, c'est-à-dire qu'ils avaient atteint le plafond de verre et qu'ils n'étaient pas faits pour manager. Donc, ça les mettait en souffrance, et 2, in fine, ça pouvait mettre l'équipe en souffrance. Et ça a généré plein de situations dont on parlait tout à l'heure, d'incompréhension, de présupposition. Le manager qui est en difficulté, souvent, il va être dans l'autoritarisme, et donc du coup, ça crée des situations complexes. On est en train d'évoluer en France, petit à petit, sur, en fait, le manager, tant mieux s'il a une compétence technique, mais il n'a pas besoin d'être un sachant de toute la technicité de ses équipes, il n'a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis à 100%. En revanche, qu'on va aller chercher chez lui, c'est dans ses soft skills, sa capacité à manager, à faire grandir, à accompagner, à être à l'écoute. Et c'est à ce moment-là qu'on peut accompagner ces profils. Il existe plein de formations de management aujourd'hui, il y en a des super, il y en a des canons, il y en a des bullshit, comme pour tous les métiers. Et en tant que médiateur,
beaucoup dans ma prospection, on me demande si, avec mon expérience, je peux animer des formations pour les managers. Et donc, j'ai monté des modules à destination des managers pour leur donner quelques clés sur qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir médiateurs en tant que tels. Pour autant, c'est des outils, une culture, par exemple de la reformulation, de la communication non violente, l'écoute active, enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas d'ailleurs que pour la médiation. Il y a plein d'autres métiers qui peuvent les utiliser. Et en tout cas, c'est de leur donner des outils. Et de manière assez surprenante, je me suis rendu compte que j'avais des équipes RH, et notamment des DRH qui me demandaient cette formation pour leur équipe RH. Parce qu'ils sont un peu parfois démunis sur comment accompagner les gens, comment accompagner la détresse, comment accompagner les gens en difficulté dans les incompréhensions ou autres. Et donc d'équiper leur équipe RH pour faire face à ces situations qui sont humainement compliquées. Et on oublie quand même un peu souvent le RH dans sa formation. Dans un accompagnement pour lui, etc. Alors on va lui faire une formation paye, super, on va lui faire une formation sur comment on développe un plan de formation, super. Mais vous avez quand même des RH qui sont en souffrance. On est assez candidat au burn-out dans ces métiers-là. Et donc du coup aussi équiper les RH sur des sujets comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, dans la formation des RH, il n'y a pas encore énormément de modules sur cette partie médiation, gestion du rapport humain. C'est pas encore... Alors, j'aurais pas la prétention de dire exactement s'il y en a un peu, beaucoup, passionnément ou pas, parce que j'ai pas fait un vrai benchmark. Pour autant, je crois que c'est pas encore développé. Et d'ailleurs, ce qui me conforte un peu dans cette idée, c'est que c'est des demandes qu'on me fait. Donc, si on me les demande, c'est qu'à un moment donné, ils les trouvent pas ailleurs. Voilà. Et ça, pour répondre à votre question initiale, c'est un super indicateur. Voilà, c'est vrai que ça va dans le bon sens. Sur le rôle du manager, justement, dans cette partie manager, comme médiateur, quelle est la limite à ne pas franchir pour ne pas devenir un thérapeute? Parce que dans le quotidien, c'est vrai qu'on a tendance du coup à avoir, quand on commence à rentrer dans ce rôle de médiateur, on peut aussi avoir écho d'une vie personnelle pas simple, etc. Et comment on arrive à faire c'est difficile pour les managers de savoir quelle est sa place entre son rôle professionnel et de rentrer trop loin dans la vie privée de ses collaborateurs. Alors déjà, oui, c'est assez vrai ce que vous dites, cette frontière avec la psychologie. En tant que médiateur, quand on est formé, on étudie de la philosophie, on étudie un peu de sociologie et on étudie un peu de psychologie. Pour autant, j'ai pas la prétention d'être psychologue, c'est pas mon métier, je sais pas faire et chacun son métier. Maintenant, que ce soit un manager ou un médiateur, mais c'est vrai, enfin c'est beaucoup plus vrai pour un manager. Quelle est la frontière, quelle est la limite pour ne pas se faire entre guillemets envahir par la détresse, la souffrance, les situations personnelles des collaborateurs. Et c'est parfois une frontière que les managers ont du mal à mettre et où on va essayer d'être arrangeant, voilà. Mais toujours dans un cadre qui n'est pas toujours bien défini, qui n'est pas toujours clarifié. Et je pense qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir dire je ne suis pas en capacité de, ce n'est pas mon rôle de. Et d'ailleurs, dans les médiations, nous aussi, médiateurs, on peut arrêter une médiation. Et en général, quand on arrête, soit c'est parce qu'on sent que vraiment il y a une personne qui joue pas le jeu. Voilà. Et pas un résultat. Voilà. Deuxièmement, quand on s'interroge sur est-ce qu'il n'y a pas un problème chez une personne d'un ordre médical et souvent d'un ordre psychique. Et là, clairement, la médiation n'est pas le bon outil. Et ça m'est arrivé 2 fois où clairement j'ai très vite identifié qu'on était réellement dans du harcèlement. Et là, si c'est harcèlement, la médiation n'est pas le bon outil. Il y a d'autres outils pour ça. Voilà. Mais oui, la frontière, elle est hyper difficile. Et je pense qu'avec un peu d'expérience en tant que manager, on s'embarque 2-3 fois dans des sujets un peu perso de collaborateurs qui finalement, un peu inconsciemment, vous posent un singe sur l'épaule. Ils ont leur singe, ils vous posent ce singe sur votre épaule en mode je te confie ça. Et le rôle du manager à ce moment-là, c'est non, tu reprends ton singe, je peux pas t'aider là-dessus. C'est très imagé, mais très juste. Merci beaucoup. Non, mais c'est. Alors, c'est une théorie qui existe vraiment en management. C'est okay. Des choses qui s'apprennent, que j'ai dans ma formation, justement. Okay. Et en général, la théorie du singe te parle à tout le monde. Oui, c'est très parlant. Et du coup, c'est vrai que sur la médiation, il y a la problématique de ses contours. C'est quand même, ça reste récent. Dans l'état d'esprit des gens, on voit à peu près ce qu'est la médiation, parce que c'est un mot courant, mais il n'empêche que dans les faits, on ne sait pas exactement quand avoir recours à un médiateur, quand ça relève d'un médiateur ou non. Je crois que vous êtes aussi médiateur judiciaire.
Là encore, quelle est la frontière? À partir de quand, par exemple, un juge va décider qu'on stoppe un peu, lève le pied sur la partie justice et qu'on va aller plutôt vers la voie de la médiation? Alors déjà, vous avez aujourd'hui en France une culture de la médiation qui n'est pas partout dans les tribunaux. Donc ça va dépendre énormément des tribunaux. Il y a des tribunaux avec des juges pro-médiation et des tribunaux qui ne maîtrisent pas bien. Donc il faut partir du principe qu'on parle d'un tribunal avec un juge qui a cette sensibilité-là. Le juge, il est tout à fait en capacité de cerner dans un dossier si c'est vraiment une réponse en droit qui doit être apportée parce qu'il y a vraiment quelque chose à trancher juridiquement parlant. Mais le juge, il peut très bien se rendre compte aussi que parfois, un avocat va trouver un point juridique qui permet de monter un dossier, mais qui en réalité n'est juste qu'un point juridique et qui, in fine, est plutôt un sujet relationnel. Et là, le juge peut se dire, c'est un sujet plutôt relationnel, et donc je fais une injonction aux parties de tenter une médiation. Ils n'ont pas l'obligation de la faire, mais ils ont l'obligation de la tenter. Et ça suspend le temps juridique à ce moment-là, et notamment dans les sujets prud'homaux. C'est un super outil pour aider les gens à mieux se séparer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et à mieux rebondir. Une procédure prud'homale avec l'appel et autres, ça dure longtemps, ça prend du temps, ça peut abîmer. Et une bonne médiation simple, où les gens peuvent vraiment se parler, ça peut être très bénéfique. C'est pas exactement la même chose que la conciliation qui est souvent proposée au démarrage dans les tribunaux, dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux prud'homaux. C'est quoi la différence entre la conciliation différence, et la médiation? Le conciliateur, il travaille pour le juge, alors que le médiateur, il est complètement indépendant. Le médiateur, il ne donne pas d'avis sur le fond et il ne propose pas de solution. Le conciliateur va faire en sorte de donner quand même un peu un avis sur le dossier et va orienter en termes de solution. On est cousins. Ok, très clair. Du coup, on va revenir sur le juge. Dans l'entreprise, si on transpose un peu ce modèle, qui décide de faire appel à un médiateur? Qui prend cette décision? Est-ce que c'est le dirigeant, c'est le RH, c'est le manager? Qui a la possibilité? J'imagine que la décision finale se prend par le dirigeant, mais qui peut dire à un moment donné, et quelle légitimité on a en entreprise de dire là, je voudrais avoir un médiateur? Alors déjà sur la question de la légitimité, c'est une excellente question parce que dans une croyance de certaines personnes, faire appel à un médiateur, c'est une sorte d'aveu d'échec. Moi, DRH, je vais demander un budget à mon DG pour faire quelque chose qu'on considère être dans ma mission. De mon métier de DRH. Donc il y a ce côté un peu accepter de lâcher, accepter de reconnaître qu'on atteint ses limites. Et là, on peut éliminer une partie de certaines personnes. Cette croyance, elle s'entend, donc je suis pas en train de la critiquer et je pense que ça a été la mienne à un moment donné, donc je la critique pas du tout. Donc ça, c'est la première difficulté. Après, en effet, ça peut être, en fonction de la taille de la structure, ça peut être le DG, ça peut être le DRH, ça peut être le manager. Ça peut aussi quelqu'un qui est externe à l'entreprise, un coach, ou quelqu'un qui effectue des formations, qui peut suggérer de tenter une médiation. Moi, j'ai pas mal d'affaires qui me sont apportées par des partenaires qui sont des consultants RH, qui sont des coachs ou autres. Qui ont identifié Exactement. le besoin au sein d'une entreprise et qui vont du coup... Voilà. Et comme ils sont déjà un peu partie prenante dans l'entreprise, parce qu'ils ont rencontré, ils ont animé, ils ont plus cette neutralité. Et la dernière manière de trouver des médiations, c'est le salarié lui-même. Salarié lui-même qui, soit par son avocat, parce qu'il a pris assez vite contact avec un avocat, soit par un tiers ou autre, qui va venir me voir pour dire j'aimerais faire une médiation. Pour l'instant, les personnes qui sont venues me voir en tant que salariés, ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti, soit parce que l'avocat bloquait. Voilà, c'est comme les juges, il y a des avocats qui trouvent génial la médiation et il y en a d'autres qui sont moins emballés. Voilà. Et après, ça peut être l'entreprise aussi qui n'a pas cette culture non plus et qui va aussi bloquer. Mais en tout cas, ça peut être une personne qui cherche à solutionner, qui cherche à ce que ça se termine bien, si ça doit se terminer, parce que c'est pas toujours pour se terminer. On sait par qui faire intervenir la médiation, mais pourquoi on le fait? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est humain? Et on va dans le bon sens, effectivement, de prendre en considération les relations dans l'entreprise, etc. Ou est-ce que derrière, il y a quand même plutôt le côté performance? Si mes équipes ne vont pas bien, mon entreprise ne va pas bien, et donc l'objectif est plutôt business. Et pourquoi pas concilier les deux? Tout simplement, vous pouvez avoir des gens qui vont instrumentaliser la médiation.
C'est-à-dire qu'ils vont chercher à avoir un papier d'un médiateur pour dire qu'ils ont fait en sorte de régler la situation, ce qui fait quand ils seront devant les tribunaux, ils diront regardez, on a fait pour. Ça, c'est assez rare. Voilà, moi j'ai été DRH d'une entreprise. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, pour croître, pour se développer, pour réinvestir certains gens dans des recrutements ou autres. Donc je pense que la performance n'est pas un gros mot. Allier l'humain à la performance, c'est faire en sorte que l'humain soit meilleur. Et c'est faire en sorte que, parce que l'humain est meilleur, parce qu'il est bien, parce qu'il est plus efficient, c'est un peu la symétrie des attentions. Un collaborateur qui est bien en entreprise et un collaborateur qui est plus productif et qui est ambassadeur. Et s'il est ambassadeur et plus productif, on est dans un sujet de performance. Donc je pense que, ouais, on peut vraiment clairement allier les deux. Voilà. Oui, moi je pense que c'est très intéressant d'avoir cette conclusion sur allier, on peut être performant tout en faisant attention à ses collaborateurs. C'est ce qu'on fait chez Neno. Merci beaucoup. Avec plaisir, Jean, merci pour de cet m'avoir échange. invité, Vanessa. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous.